Et oui, parce que la vie, c'est bien, mais le cinéma, bah, cette année, c'était pas si bien que ça finalement. On va quand même parler, parce que oui, j'ai tourné ma vidéo sur les tops de l'année. Oui, on a eu une année avec des bons films, mais on a quand même une belle majorité d'années de merde quand même. Je suis obligé de le dire. Je trouve que c'est une année où pour un bon film, on en avait 27 qui étaient à chier de caca de prout. Vous noterez la virtuosité de mon langage. Je suis écrivain. Non, donc là, on va vraiment taper dans le dur, on va vraiment taper dans le sang, on va taper dans la chair, et là, on va parler de la crème du caca de 2024. Et je peux vous dire que, attention, ça va y aller. En 10e position, moi, moche et méchant 4. Alors vous me direz, pourquoi déverser ma haine sur ce petit film d'animation pour enfants? Eh bien parce que quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas, et que mon esprit s'élevait déjà vers Avengers et Batman versus Superman, entre autres. Eh bien moi j'aimais bien Moi Moche et Méchant. Je trouvais que Moi Moche et Méchant 2, et même Les Mignons, je trouvais que c'était un bon film. Je trouvais que Les Mignons étaient clairement, probablement l'une des meilleures inventions en termes de comédie de ces dernières années. De pouvoir faire à des petits personnages des conneries abyssales, enfantines et très stupides, hein, pour dire le terme clairement. Ben voilà, je trouvais ça drôle. Ça me faisait retomber un peu en enfance, même si, évidemment, j'ai 4 ans d'âge mental. Et puis, il y a eu Les Mignons 2. Les Mignons 2, j'ai ri. Honnêtement, j'ai ri. C'était probablement quand même un mauvais film, mais je trouvais que c'était... Voilà, ça tenait quand même encore la route. Et puis, on a eu Moi Moche et Méchant 3. Et là, vraiment, déjà, on sentait que ça commençait à s'essouffler, en fait. La formule commençait réellement à s'essouffler. Et puis, bah... Moi Moche et Méchant 4 est arrivé. Et là, je ne comprends pas. Là, Moi Moche et Méchant 4 est véritablement typique de ce qui ne va pas à Hollywood, et même si c'est un studio français, de ce qui ne va pas dans le cinéma actuel, à l'échelle mondiale, j'entends. C'est-à-dire que si un truc marche, on va en faire 260 000. On va en faire des préquels, on va faire des spin-offs, on va faire des machins. Et là, vous vous dites, mais Melvin, c'est complètement hypocrite de dire ça, tu es fan de Marvel. Oui, mais Marvel, ils font des bangers à chaque fois. Bref. Non, donc Moi Moche et Méchant 4, c'est un film qui n'a aucun intérêt. Le scénario est pété au possible, en plus d'être inintéressant et stupide, mais pas stupide, voilà. Et surtout que c'est un film comédie qui n'a rien de drôle. Et je trouve ça dommage. Là où dans le premier, Gad Elmaleh, parce que c'est Gad Elmaleh qui fait le doublage, faisait quand même plutôt un bon doublage, si j'ose dire, pas un doublage mémorable, mais un bon doublage. Là, il est dans la caricature, le surjeu constant. Audrey Lamy, pareil, pareil. Alex Lutz, qui est quand même plutôt un bon acteur, un bon réalisateur, pareil. Là, tout le monde est en surjeu. Je trouve ça, mais en VO comme en VF, hein, d'ailleurs. Hein. Parce que j'ai vu des extraits en VO, c'est une catastrophe. Donc, je ne comprends pas l'intérêt de ce film. Et le film a fait 800 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Donc, il y aura une suite. On sait qu'il y aura un Moi Moche et Méchant 5. Quel intérêt? Aucun. Il n'y a aucun intérêt. Le film est s'auto-détruit sur lui-même parce que les mignons qui faisaient véritablement la force du film, là, sont pas forcément... Alors oui, ok, ils sont un peu drôles. Ils sont un peu drôles, mais t'enlèves les mignons, le film s'écroule, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce film. Il n'y a ni idée de scénario, ni idée de mise en scène, parce que oui, tu fais des films d'animation, mais il faut aussi avoir de la mise en scène. Regardez Les Indestructibles ou les films Pixar. C'est des films brillamment écrits, mais il y a de la mise en scène derrière. Il se passe quelque chose à l'image. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est un film fait pour le pognon, par le pognon, avec du pognon, pour rien. Donc, je suis désolé, mais Moi Moche et Méchant 4, il ouvre le bal, mais c'était de la merde. En 9e position, un film dont on a parlé, évidemment, récemment, Kraven le chasseur, donc je vais pas non plus épiloguer. Il y a une vidéo qui a été tournée, que j'ai tournée, qui dit... Je sais plus parler. Il est 3h du mat, je sais plus quoi dire. Kraven, donc j'ai tourné une vidéo qui explique en détail en quoi ce film chie sur l'univers Spider-Man, chie sur l'univers des comics, et nous met globalement un coup de poing dans la gueule, avec, bien entendu, en nous pissant dessus. Parce que ce film a été fait par des producteurs avides de pognon pour surfer sur les droits, parce que Sony, honnêtement, Sony,
ils ont les droits de l'univers de Spider-Man. Alors oui, ils se sont arrangés avec Marvel pour le MCU, etc., etc., etc. Mais au bout d'un moment, t'as un univers avec des personnages riches et des personnages nobles de comics. Je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des bangers. Venom, c'est quand même un personnage culte des comics. Euh, Kraven également. Docteur Octopus. Enfin, mais l'intérêt de ces personnages, c'est leur rapport à Spider-Man. Même si pour Venom, c'est un peu différent, puisqu'il a évolué au fil des comics, au fil des années. Mais on en parlera de Venom juste après. Donc là, je ne comprends pas l'intérêt de cet univers. Et ils nous font à côté, Sony Animation, attention, ils nous font Spider-Verse, qui est le meilleur film de l'histoire de Spider-Man. Ben moi, je comprends pas. Au bout d'un moment, je ne comprends pas. C'est une anomalie, c'est une catastrophe industrielle à tout point de vue. Et dans quelques films, on parlera de Madame Web. C'est encore un autre sujet, Madame Web. Mais bref. Kraven, ce qui me désole rapport à... c'est qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec Kraven. Dans sa brutalité, dans sa violence. Là, c'est un film de gros teuteux. En fait, globalement, c'est imaginer des fans de Marvel, mais qui vont à la salle de muscu. Et qui font ouais, moi j'adore Kraven, le chasseur, parce qu'il est viril, il a des gros muscles et il chasse. Fin du scénario. C'est globalement ça. Donc, je suis désolé, mais moi j'ai envie d'aller me faire foutre après. Bref. En 8e position, Argyle de Matthew Vaughn, qui était un grand réalisateur qui a fait Kingsman 1, Kingsman 2, qui a fait le meilleur film X-Men, enfin en tout cas mon préféré, à savoir X-Men le commencement, et qui avait tout pour faire un super film. Une comédie d'espionnage avec un casting pareil, Samuel L. Jackson, Henry Cavill, le GOAT, Sam Rockwell, le GOAT, comment ça s'appelle, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Dua Lipa. Mon Dieu, Dua Lipa. Mon amour. Et scène 1, le film s'effondre. C'est pas drôle, c'est cringe, c'est gênant, les effets spéciaux sont d'une dégueulasserie, mais je n'ai jamais vu ça. Enfin si, j'ai été voir un film de 3 heures qui se passe dans le désert, mais ça c'est un autre sujet. Vous voyez venir, je suis en train de me chauffer, là je suis dans les starting blocks. C'est un autre sujet, je suis en train de manger tout seul. Bref, pour moi, Argyle est un film problématique. En plus, je crois qu'il a coûté vraiment cher, hein, et il a fait un bid, et tant mieux. Parce que je ne comprends pas comment on a pu laisser ce film se faire. J'ai pas beaucoup de choses à en dire de plus. C'est un film qui n'a rien. C'est un film qui avait des pistes hyper intéressantes, qui avait un scénario sur le papier qui peut être ouf, mais qui, en l'état, est juste cringe et gênant et pas drôle. Et pas drôle du tout. Pas drôle du tout. Donc à l'aide, au secours, et puis j'ai envie de crever, quoi, globalement. En 7e position, n'est-ce pas, Madame Web. Madame Web, qu'est-ce qui a été faire Tahar Rahim, Monsieur Aznavour, un prophète, Samba, un des acteurs français qui fait, il n'est pas comme Pierre Ninet, il fait peu de rôles, mais par contre, il les choisit bien. C'est quand même Tahar Rahim, il a eu meilleur espoir masculin et meilleur acteur la même année. Pour le même film. C'est l'un des plus grands acteurs français de notre génération. Et qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans? Pour moi, c'est un mystère. Pour moi, c'est une question d'argent, où il avait besoin d'argent pour nourrir sa famille. Ce que je comprends, hein, attention. Ou alors, c'est un grand acteur et on a dû lui dire, il y a un petit film Marvel qui se propose et on te voudra en Spider-Man méchant. Ça peut t'intéresser? Écoutez-moi bien. Moi, Melvin Brangier, Captain Hellboy, tu me proposes plus de 1 million d'euros, même si le film il est nul à chier, que tu me dis tu vas avoir un costume de Spider-Man, j'y vais sans réfléchir. Mais sans réfléchir. Donc je comprends un peu ta raille. Mais là, c'est quand même un peu une insulte à Spider-Man, hein, au bout d'un moment. Déjà, au contraire de Kraven et de Venom, qui avaient quand même une base de fans, qui avait quand même suscité un minimum d'intérêt, est-ce que ça intéresse Madame Web? Non mais, honnêtement, hein, j'ai une question.
qui est-ce que ça intéresse? Personne. Ça n'intéresse personne, ce n'est pas possible. Un film sur... c'est même pas comme Kraven ou Venom, un personnage secondaire de Spider-Man. C'est un personnage tertiaire, voire tertiaire, voire secondaire fois 10 000. C'est un personnage sombre des comics. Et là, on comprend pas, quoi. Rien ne va. Il n'y a pas de mise en scène. Les scènes d'action sont horribles. Le montage du film. On a Sydney Sweeney et Isabella Merced qui se retrouvent dans ce film. Deux de mes crushs, quand même, hein, qui se retrouvent dans ce film. On ne sait pas pourquoi. Bon, même si Sydney Sweeney, on a appris qu'elle avait signé pour pouvoir jouer dans un autre film. Bref, c'est des histoires hollywoodiennes, tu comprends. On nous dit, oui, alors en fait, c'est Spider-Man méchant qui va combattre des Spider-Man, des meufs en costume de Spider-Man. Une scène. Même pas une scène, un plan. Un plan, on les voit en costume de Spider-Man, les meufs. Je sais pas ce qui s'est passé au montage, mais pour moi, il y a un truc qui se... C'est lunaire, ce film. C'est lunaire, c'est pour moi symptomatique de tout ce qui ne va pas à Hollywood. Et ça prouve bien à quel point ce n'est pas Marvel le problème à Hollywood, ce sont les mauvais studios. Et Marvel n'est pas un mauvais studio. C'est un autre sujet. Bref, je commence à perdre un peu patience, là je commence à bouillir, là j'ai besoin d'un peu de jus de pomme pour la vitamine. Ah non. Ah. C'était de la merde. En 6e position, Cocorico, qui est un film que j'ai vu cette année. Je l'ai vu sur MyCanal, je ne l'ai pas découvert au cinéma. Alors, je pourrais vous dire ce que je dirais d'habitude d'un film de merde. J'ai fait une vidéo sur ce film d'ailleurs. Cocorico, bon, Christian Clavier ne fait toujours le même rôle du vieux tonton raciste. Vous voyez le vieux tonton raciste qu'on a tous dans notre famille? Bah, imaginez un film entier sur lui et vous avez globalement les 15 dernières années de carrière de Christian Clavier. Voilà. Au-delà d'être un film pas drôle, boomer, gênant, dérangé et dérangeant, c'est un film dangereux. C'est un film dangereux parce que non seulement il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée de ce film, qui est sur le papier, l'idée du film n'est pas mauvaise. Dans le sens où moi je suis quelqu'un qui est partisan du... Moi je pense qu'on peut rire de tout. Artus l'a bien prouvé avec un petit truc en plus. Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Jérémy Ferrari et plein d'humoristes, Guillermo Guise, prouvent qu'on peut rire de tout quand c'est fait avec l'art et la manière et surtout la plume d'écriture. Quand tu écris une blague sur un sujet, parce que par exemple Jérémy Ferrari, il fait des blagues sur Daesh, il fait des blagues sur le terrorisme, sur les juifs, enfin, il fait de l'humour très noir sur beaucoup de communautés et beaucoup de minorités. Est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? La réponse est non. Parce qu'il y a l'art et la manière. Et que quand, je suis désolé, mais par exemple, Cocorico, c'est donc il y a quelqu'un qui a eu l'idée de ce film, il y a quelqu'un qui l'a scénarisé, et il y a des gens, donc des producteurs français de cinéma qui se sont dit « Banco, je mise dessus ». Banco, un gros banger, ça va plaire aux Français. C'est un film de raciste. Je ne vois pas d'autre explication. J'ai vu le film 3 fois pour vraiment analyser ce film. C'est un film de gros racistes. Je suis désolé parce que... Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui dit « Mais non, mais on n'est pas raciste, on rigole du racisme. Mais vous savez, rigoler et dire que par exemple, les Arabes sont des voleurs, les Allemands sont tous des nazos, les Portugais font tous des maisons. Excusez-moi, hein, mais c'est pas une blague là, c'est être raciste. C'est être raciste, mais premier degré, tu vois. Et puis en plus, tu vois que par exemple, Christian Clavier est quand même un gros allié de la droite française, pas de l'extrême droite, mais quand même, il prend un petit virage à droite, le Christian, hein. Bah, tu te rends compte qu'en fait, ses rôles dans ses films, c'est lui dans la vie, en fait. C'est vraiment un gros film de bourgeois. En fait, c'est un film sur la cour des hiboux dans Batman. C'est un film sur la cour des hiboux qui font oh là là, nous sommes si riches et je suis en train de crever. Je suis si riche et si bourgeois. Imagine si j'étais indien. C'est un film qui est pas drôle. C'est un film qui est terrifiant. C'est un film qui est terrifiant. Ça me fait peur. Hein. Ça, c'est le genre de film que Bardella, il adore. Hein. Autre sujet, je m'égare. Bref,
C'est un film de merde, je vais pas épiloguer là-dessus. Faut que Christian Clavier, faut qu'il arrête le cinéma, hein. Au moins, il nous sort une biographie, et puis après, il vit sur ses revenus, et puis c'est bon, là, parce que, à un moment donné, moi, elle est loin, l'époque du bronzé, hein. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Christian Clavier, vous regardez ses comédies dans les années 90, et après année 2000, vous arrêtez. Milieu des années 2000, vous arrêtez de regarder ses films, parce que c'est dangereux. C'est dangereux, et puis il joue mal, en plus. Donc, c'est catastrophique. Venom 3, Venom 3, Venom 3. The Last Dance, que dire que je n'ai pas dit sur Craven et Madame Web. C'est un film où je me sens insulté. Ouais, je peux pas vous dire mieux. C'est un film où Venom 1, on fait de Venom une sorte de bouffon comique, complètement aseptisé, non violent et con. Alors que Tom Hardy était le choix excellent pour Venom. Parce que Venom, même s'il a commencé comme ennemi de Spider-Man, c'est un personnage qui avec les années est devenu beaucoup plus nuancé, qui est devenu pas vraiment un héros, pas vrai, une sorte d'anti-héros en fait finalement dans les bandes dessinées où il a combattu Knull qu'on voit dans ce film justement. Mais ça c'est une fraude, hein. Le personnage de Knull dans ce film, c'est globalement c'est un doigt dans le fion fait aux fans de comics, hein, faut dire ce qui est, parce que au bout d'un moment j'ai envie de crever quoi. Donc je vais pas trop en dire sur ce film, j'ai fait une vidéo en gueule de bois en plus, j'avais fait une vidéo, je m'en rappelle. C'est un film qui a aucune mise en scène, qui est... Tom Hardy, je comprends pas, cette année, il fait pour Jeff Nichol The Backriders, qui est apparemment un très bon film que je n'ai pas eu la chance de voir malheureusement, où il a un vrai rôle de composition. Et là, il nous fait ça, quoi, je comprends pas. Alors, soit il est comme 95% des acteurs et des actrices du showbiz complètement shootés à la drogue, et dans ce cas-là, il ne sait plus ce qu'il fait, et dans ce cas-là, advienne que pourra, hein. Mais vraiment, Tom, il va falloir que tu te reprennes, hein. Il va falloir que tu reprennes ta carrière en main parce que ça va pas du tout, hein. Là, c'est pas possible, hein. Le gars, il nous fait Bronson, il nous fait Peaky Blinders, il nous fait Bane dans Batman, hein, qui est quand même un banger. Il nous fait Mad Max Fury Road, hein. On en reparlera de Fury Road. Et là, la chute, la fin de carrière. Ah, pour moi, c'est une fin de carrière, hein. Là, pour moi, avec Venom 1, 2 et 3, là, Tom Hardy, il a tué sa carrière. S'il revient dans du grand cinéma, c'est miracle, hein. J'aimerais bien qu'il revienne chez Christopher Nolan ou chez Spielberg ou chez Scorsese. Non, pas chez Scorsese. Scorsese, c'est de la merde. C'est fini, Scorsese. Et là, j'ai perdu tous les cinéphiles de ma chaîne. C'est pas grave. Non, faut qu'il arrête le cinoche, là. Faut qu'il prenne des petites vacances, hein. Voilà, hein, des petites vacances, Bora Bora. Petite natation du matin, hein, petite coquille Saint-Jacques à midi, puis un petit jus détox, et puis après, on revient faire des bons films, hein, Tom? Allez, on dit ça. En quatrième position, les plus belles années de notre vie, de Robert Zemeckis. Alors c'est un film qui se fait démolir par les critiques américaines, et je trouve ça, pour le coup, justifié. C'est un film qui avait tout pour me plaire. Mais honnêtement, c'est un film qui avait tout pour me plaire. Robert Zemeckis, Forrest Gump, Retour vers le futur. Quand même un mec, c'est pas un manche à la caméra. Tom Hanks, Robin Wright, le duo de Forrest Gump. Forrest Gump, je chiale, j'adore la vie, j'adore l'amour. C'est un film qui me parle de famille, c'est un film qui me parle de transmission, je sais pas comment dire, d'émotion. C'est un film qui nous parle de la vie qui suit son cours, de la famille, de la parentalité. C'est un film qui parle de tellement de choses, et tout ça avec un procédé de mise en scène qui est radical et qui peut être, pour le coup, moi ça m'a pas vraiment plu, qui peut être mal pris par certains, à savoir un plan fixe. Comme moi avec la caméra ne bouge pas. La caméra ne bouge pas, et c'est uniquement, on voit ce qui s'est passé à cet endroit précis, de l'époque des Amérindiens, à l'époque de la guerre civile américaine, puis ensuite les années 1800, 1900, 1960, jusqu'à arriver au centre du récit, à savoir la famille de Tom Hanks, avec sa mère, son père, puis lui, puis sa copine, puis ses enfants, etc., etc., etc. C'est un film qui aurait pu être en top 1 facile, mais c'est un film catastrophique, parce que son procédé cinématographique fait tout s'effondrer. Il n'y a pas un plan de lisible, c'est-à-dire que non seulement on ne voit rien, l'éclairage il est bas, mais bas, hein, on voit rien, on n'y voit rien de rien. C'est dangereux ce film d'ailleurs, faut faire attention, faut mettre des petites lumières quand tu fais une scène, sinon on n'y voit rien, c'est dommage. Et puis alors, en plus,
on a utilisé un procédé de rajeunissement, le de-aging, qu'on appelle ça, n'est-ce pas? Donc pour rajeunir notamment Tom Hanks, Robin Wright, etc., etc., on a utilisé une intelligence artificielle. Alors, je ne suis pas là pour me lancer dans le débat. Faut-il utiliser l'intelligence artificielle dans le cinéma? Il n'y a pas de généralité, il faut prendre au cas par cas. Et là, dans ce cas-là, ça pue le caca. Parce que c'est pas beau, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle brouille, elle réduit toutes les micro-expressions du visage. Ce qui fait que quand les personnages arrivent avec leur visage rajeuni, en fait, j'ai l'impression de voir des putains de robots. Et du coup, le film me dégage une froideur et aucune émotion. Et je trouve ça dommage. Et donc, c'est un film qui m'a laissé totalement, mais totalement en dehors. Et je trouve ça bien dommage. Bref, on passe au prochain. En troisième position du flop. Ok, on est sur Joker Folia 2. Évidemment, c'est un film qui détruit globalement 70 ans d'héritage de bande dessinée, globalement. Là où Joker 1 était un miracle absolu et total d'adaptation du Joker, qui avait compris les racines de son personnage et en même temps d'avoir sa propre liberté. Joaquin Phoenix qui était brillant. Là, on nous fait une comédie musicale en nous insultant à moitié, Oui, il y a une belle mise en scène, mais alors franchement, 200 millions de dollars pour ça. 200 millions de dollars. Sans déconner. Non, au bout d'un moment, il faudrait quand même penser à aller se faire foutre, parce que là, moi, je me sens insulté. Comment, pourquoi, qui a pris les décisions, qui a validé ça? Je comprends pas. Pour moi, c'est d'une tristesse. C'est un film qui me rend triste, en fait, Joker Folie 2, parce que c'est un film qui détruit tout ce que le premier film avait fait et tout l'héritage de l'univers de Batman. Et tout l'héritage du Joker, qui est d'ailleurs un personnage que je trouve surestimé, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ouais, je suis énervé, je suis déçu, en fait. Donc, au bout d'un moment, merde. C'est un film qui a rien à raconter, c'est un film qui est inintéressant, c'est un film qui est dommage, en fait. C'est un film qui n'avait aucune raison d'exister. Joker 1 était parfait. Joker 1, voilà, il tue des gens, il devient le Joker, il est ma boule, il va foutre le feu à Gotham et il va aller combattre Batman. Fin de l'histoire. Il n'y avait pas besoin de plus. Là, oui, mais en fait, il est à l'asile, et puis il rencontre Harley Quinn, et puis il va aller en procès, puis en fait, ils vont faire des chansons. Il y a une scène de baise entre le Joker et Harley Quinn. Qui, dans l'histoire du cinéma, a demandé à voir ça? Personne. Personne ne voulait voir cette scène. Et pourtant, nous l'avons vu. Et le film a fait un bide. Et tant mieux. Par contre, les deux autres... Ah si, le deuxième... Le flop 2, il a fait un bide, et ça, encore heureux, merci. Flop 2. Furiosa, quelle déception, mais quelle déception, Fury Road était un chef-d'œuvre du cinéma d'action, un film de pure mise en scène, un film d'une nervosité, d'une violence, d'une rapidité, c'était avec quasiment pas de dialogue, c'était... Bam, c'était une course-poursuite de 2 heures. T'avais un mec avec une guitare qui crachait du feu, t'avais des lance-missiles, t'avais des lance-grappins, ça tirait dans tous les sens. Et alors là, plus rien. C'est-à-dire que il y a, en 2021, un film qui est sorti sur nos écrans cinématographiques qui s'appelle Dune. Et Dune, c'est un film où globalement, pendant plus de 2 heures, il ne se passe rien et les acteurs sont sous l'exomile. Et des réalisateurs se sont dit, mais quel banger, on va faire pareil, mais pour un film d'action. Et du coup, ça donne Furiosa. Un film dans le désert, avec des motos et des véhicules, mais il ne se passe rien. Et la scène de milieu du film où tout le monde se dit, mais quel chef-d'œuvre d'action, de mise en scène, de décor, c'est... Ah non, mais c'est véritablement formidable. Ah non, mais je suis comblé. C'est une scène où il ne se passe rien. Mais vraiment, cette scène de attaque de convoi, il ne se passe rien. Mais rien du tout. Furiosa, alors oui, je sais que c'est dans le rôle du film. Anya Taylor-Joy prononce à peu près une trentaine de lignes de dialogue. Bon,
Bon, ben elle est même pas sous Lexomil, je pense qu'elle est sous somnifère. Un petit cocktail cocaïne somnifère, parce que là, elle est ailleurs, la Russ, hein. Je pense je pense qu'à mon avis, elle a dû regarder Dune 8 heures d'affilée et son cerveau a cramé. Son cerveau a cramé et irrécupérable. C'est une catastrophe. Donc non, je ne peux pas définir Furiosa comme un film d'action, puisque c'est un film d'action molle. Je trouve ça formidable. C'est un film où des gens qui se tirent dessus, qui font « Allez, pium pium, je te tire dessus. Oh là là, je te donne un coup de poing. Eh oh, oh là là. » Et c'est long, mais c'est long. Chris Hemsworth qui est littéralement le dieu du tonnerre, qui est Thor pour moi, ce sera toujours Thor. C'est le GOAT absolu, c'est 1m90, il est brun, il est blond, brun, blond, roux, on sait pas, il est magnifique, il est un super acteur. Et là, je pense qu'à mon avis, il prend de la cocaïne lui aussi, parce que sur ce film, il devait être bien défoncé. Il essaye de... Alors certes, il est dans le surjeu et tout, hein, il essaye de nous donner un semblant de vie au film, mais pas facile, hein, parce que tout le monde à côté, ils sont morts. Hein. Je pense qu'à mon avis, ce film, c'est un de mes cauchemars. Je pense qu'en fait, il n'y a que moi qui l'ai vu et c'était dans ma tête, je pense. À mon avis, ça doit être ça, Furiosa, parce que c'est pas possible de faire un film d'action molle et que tout le monde ne dise mais quel film d'action, mais quel banger, ouais man. Non, on n'a pas vu le même film. Hein. Il n'y a pas de scène d'action dans ce film. Il y a des scènes où il y a des gens des gens et du feu, c'est tout. Et bien entendu, vous l'attendiez, messieurs, dames, avec fracas, avec attente et impatience, le pire film de l'année cinématographique 2024, c'est bien évidemment Dune 2 de Denis Villeneuve. Il n'y avait aucune surprise, je m'en doute. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film que je ne l'ai pas dit? C'est un film qui est en train de détruire le cinéma. Je ne vois pas... Non. C'est un film qui est en train de détruire le cinéma de blockbuster et le cinéma d'action. Parce que là où Dune, premier du nom, essayait de chier sur les films d'action, sur les films de science-fiction, pardon, et sur les films poétiques et contemplatifs, Denis Villeneuve s'est dit... Alors en fait, parce qu'il est québécois, alors en fait pour le deuxième film, je vais vraiment faire un film d'action vraiment très énervé, très énergétique, et j'ai vraiment vu l'éclosion de Timothée en tant qu'acteur, et je suis vraiment très fier. Et puis alors tu vois toutes les interviews, tout le monde qui se suce les uns les autres en mode bah alors Timothée, j'ai vu vraiment l'éclosion d'un acteur charismatique. Charismatique, hein. Retenez ce mot, charismatique. On parle de Timothée Chalamet, hein. En fait, vous savez, dans Dune, ils ont des tuyaux dans le nez, mais je pense que celui de Timothée Chalamet, il a dû lui remonter jusqu'au cerveau, il a dû lui griller 2-3 neurones dans celui de la parole, parce qu'en fait, il y a des moments, caméra, action, dans le désert, puis il se passe rien. Alors si t'as la musique, t'as Hans Zimmer qui joue de la flûte derrière en mode... Timothée, il faut parler, hein, c'est à toi. Lisan al-Gaïb. Voilà, alors, c'est globalement, le film est résumé en une phrase, Lisan al-Gaïb. Javier Bardem, je pense que lui, à mon avis, la cocaïne, c'est pas assez fort pour lui. Je pense que lui, il s'injecte du coca et de l'orangina directement dans la prunelle de ses yeux afin d'avoir plein d'énergie. Et c'est-à-dire qu'il a une direction d'acteur, c'est... Alors en fait, Javier, dès que Timothée fait quelque chose, tu cries Lisan al-Gaïb pour comprendre que c'est vraiment le GOAT, quoi. Du coup, bah, ça fait, à chaque fois, il fait Lisan al-Gaïb, Lisan al-Gaïb. Déjà, on est à 20 minutes de film, j'ai déjà envie de me flinguer 14 fois. C'est dur, hein. Il n'y a pas un plan de beau. Il n'y a pas un plan de beau, je suis désolé. Le personnage de Austin Butler, bon, bah, c'est un personnage qui n'est pas écrit, hein. C'est un personnage qui n'a aucune inspiration, c'est un personnage qui sert à rien et qui est inutile. Tout ça pour crever contre Timothée Chalamet. Non, ça aussi, c'est exceptionnel. Austin Butler, 1m80 de sexitude, de charisme, de musculature, se fait foudroyer à la bagarre par Timothée Chalamet. À un moment donné, il faut être logique, les refs. Hein. Timothée Chalamet s'est foudroyé, disons les termes. Zendaya, à un moment donné, moi je comprends pas. Zendaya, c'est ce que je disais dans une de mes vidéos, c'est une putain d'actrice, mais alors elle a choisi mal ses rôles. Hein. Parce que là, elle a rien à donner. Hein. Elle a rien. Hein. La pauvre Souela Yacoub, qui est également une actrice française, aucun intérêt son rôle. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'évolution de personnage, pas de personnage tout court d'ailleurs, pas de dialogue, rien. Il se passe rien. Denis Villeneuve, moi je pense qu'à mon avis, j'avais une théorie sur le film Dune. En fait, Denis Villeneuve devait tourner un film, sauf que du coup, il avait beaucoup de matériel, donc des caméras, des preneurs de son, etc.
Sauf que l'avion, avec le matos, s'est crashé dans le désert. Et 8 mois plus tard, ils ont retrouvé les caméras. Ils ont dit, bah attends, les gens, ils ont filmé des trucs. Oh bah attends, on va en faire un film. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est pas un film Dune. C'est un film qui ne se passe rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien de rien. C'est un film qui n'a rien à raconter. Mais rien du tout. Ah si, pardon. Il s'inspire de la religion musulmane. Pardon. C'est tout. C'est globalement une parodie des musulmans, hein, pour vous dire là où on en est, c'est dur. Il n'y a pas un plan de beau, les effets spéciaux sont dégueulasses, la musique est assourdissante et nulle. D'ailleurs, Hans Zimmer, il ira pas aux Oscars. Et toc. Alors que Deadpool et Wolverine, il va y aller. Et toc. Ça, c'est pour les fans de Dune. C'est toujours bon de leur mettre une petite taquée au niveau de la glotte. Hein. Ah, et puis alors, les fans de Dune, mais je vous remercie. Parce qu'à chaque publication, Allociné, Sens Critique, Combini, qui parle de Dune, moi j'y viens pour mettre mon petit grain de sel et vous me donnez de la farine à moudre pour mon moulin. Vous êtes, les fans de Dune, vous êtes un bonheur. Mais vous êtes un bonheur. Parce que même quand on fait une blague de merde, du style, mais Dune c'est vraiment de la merde, c'est un film de merde. Mais alors là, je mets un message comme ça et j'ai 150 réponses là. Oh là 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 là, c'est à pleurer de rire. Et puis en plus, là où les fans de Marvel, on n'aime pas qu'on critique les films Marvel. Mais on a du recul, on a du second degré, on peut déconner un peu, tu vois. Avec les fans de Star Wars, avec les fans du Seigneur des Anneaux. Alors que si tu insultes le film Dune, limite tu insultes un président ou Jésus, c'est moins grave. Hein. Ah, parce que des fois j'ai pris des insultes, on avait l'impression que j'avais insulté le Messie, le Lisan al-Gaïb. Autre sujet. Merci les fans de Dune, vous êtes formidables. Vous êtes des gens bien, hein, vous êtes des gens très bien, mais faut vraiment arrêter de regarder Dune. Parce qu'en fait, le problème c'est que Dune a eu du succès. Et donc les gens pensent que Dune, parce que au cinéma, quand quelque chose fonctionne, tout le monde fait pareil. Résultat, Marvel a un univers qui fonctionne, tout le monde a voulu faire des films de super-héros. Ben là, Dune, ça a eu du succès, donc tout le monde s'est dit, on va faire des blockbusters où il ne se passe rien et où nos acteurs sont sous tranquillisants pendant 4 heures. Et monsieur, c'est pas possible de faire ça. Si, Denis Villeneuve en a fait 2 films et il en prépare un 3e. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Oh là 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 là, c'est dangereux ce film. Hein. Faut faire très attention parce que si vous regardez Dune plus de 2 fois dans la même année, vous pouvez perdre l'usage de votre cerveau et ça de façon définitive. Hein. Alors faites très attention hein, parce que faut... Ou alors prenez un petit coca, un petit énergisant avant d'y aller hein, parce que c'est quand même un film. Dune. Tu fais une sieste, tu sors de ta sieste, t'es en mode ah je suis bien reposé. Tu regardes 3 minutes du film, t'as déjà envie de dormir. C'est quand même formidable. Ah c'est quand même fort. Et puis les décors sont moches. Ils ont réussi l'exploit de faire mal jouer Florence Pugh et de la rendre moche, ce qui est quand même pour moi, assez drôle. À la fin, Timothée Chalamet avec ses 1m50 et ses petites bouclettes, il arrive et il dit en fait, moi je vais être l'empereur de toute la galaxie et je vais me taper Florence Pugh. Et toc. Et là tout le monde qui fait bah non, et oh là, oh, ça va hein. Globalement, c'est la fin du truc. Donc moi, je pense qu'il faut aller se faire foutre à un moment donné. Hein. Je pense que vraiment, faut brûler les pellicules de ce film et faut faire en sorte qu'il n'existe pas. Hein. Parce que vraiment, c'est un film qui n'a rien. C'est un film qui n'a pas d'idée. C'est un film qui n'a pas de scénario. C'est un film qui n'a pas d'acting. T'as soit des acteurs sous cocaïne à gueuler comme des putois dès que Timothée Chalamet pète un coup, soit des acteurs et des actrices qui sont... Alors ça dépend, il y en a qui sont sous médoc, tranquillisants, somnifères, Temesta. Voilà, on sait pas trop ce qu'ils prennent, mais en tout cas ça joue pas. Hein. En tout cas, Denis Villeneuve, il dit action, et il laisse la caméra tourner pendant 8 jours, et il dit coupez, elle est bonne. Et les acteurs savaient pas que ça tournait, mais bon, apparemment ça dérange personne, donc... Écoutez, arrêtez avec Dune, voilà, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est de très loin le pire film qu'on ait eu. Bah depuis Dune 1, hein, clairement, je crois que vraiment c'était compliqué, hein, c'est compliqué ce film. Hein. Mais merci aux fans de Dune parce que vous m'avez permis de gagner des abonnés sur YouTube et ça c'est quand même formidable. Allez, je vous souhaite à bientôt. Je vous souhaite à bientôt, je sais plus parler. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, mes amis. On a eu une année cinématographique particulièrement éclatée du cul, comme vous avez pu vous en rendre compte, mais 2025 arrive, Marvel, DC Comics, des films d'action, de super-héros, des films tristes, des films drôles. On a une bonne année qui arrive. Donc, restons soudés et vive Marvel et vive les super-héros. Et peace.